Station, la station de la station. Hello à tous, bonjour, on se retrouve pour ce 7e épisode de Softover Podcast. Déjà le 7e épisode, moi je trouve ça fou, genre déjà. Et je suis là, Mieni, avec Jaëlys, et on est vos deux hosts de cet épisode. Et on va aborder un sujet qui est très important pour nous. Voilà, on y pensait depuis déjà quelques mois en vrai. Ouais. On en parlait, on se disait oui, on a envie de faire une discussion. Vous avez lu le titre de cet épisode, Entre héritage et sentiment d'appartenance, enjeux communautaires et double culture des générations nées en France, ou pas. Et pourquoi on a voulu aborder ce sujet ? Moi, en 2022, je suis tombée sur une BD de Salem Comics qui s'appelle Les enfants de nulle part. Et il évoque le problème que subit une partie de la deuxième génération issue de l'immigration, le sentiment de n'avoir aucune identité, pas assez blanc pour les Français et trop français pour les autres. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que c'est mon ressenti actuel en tant que française. Je suis née en France et algérienne. Mes parents sont algériens, ont immigré en France. Et on est dans une société où on aime bien mettre les gens dans des cases, où il faut avoir qu'une origine, qu'une identité, entre guillemets, et il n'y a pas de nuance. Et l'assignation identitaire ou l'essentialisme identitaire qui réduit les individus à une essence fixe. Donc voilà, t'es mexicain, t'es français, t'es noir, t'es blanc, t'es une femme, t'es un homme. Et Homi Bhabha, qui est un théoricien culturel et critique littéraire, qui m'inspire beaucoup d'ailleurs, a parlé de ça. Donc, il a dit que les identités ne sont pas fixes. Donc, il n'y a pas d'identité pure ou unique. Et il y a un troisième espace. Donc, en fait, on n'est ni blanc ni noir. On est toujours gris, entre guillemets, ni 100% français, ni 100% de notre pays. Et c'est le sujet du jour. Donc on a voulu donner la parole à nos auditeurs aussi avec un sondage qu'on va évoquer un petit peu plus tard et on avait envie de discuter de ce sujet avec des invités. Deux premières invitées. Oui, nos deux premières invitées. On est super contente d'accueillir du coup deux extraordinaires invités. Donc Sarney et Aminata, vous pouvez vous présenter. Hello. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Aminata, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, particulièrement TikTok et Instagram, où je parle de culture, je parle de livres et je parle aussi beaucoup de sujets de société, de politique, de plein de sujets qui me touchent personnellement et que je considère importants. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? J'ai 24 ans. Salut, du coup, moi, c'est Sarney. J'ai 25 ans, je suis mannequin et créatrice de contenu mongol. Et du coup, moi, dans mon contenu, je parle de mon pays, ma culture. Je partage mon pays, mon identité. Et je voyais que les gens en France ils s'y intéressaient beaucoup à la culture mongole. Et aussi, en grandissant, je me suis rendu compte à quel point c'est important de savoir où tu viens. Et du coup, je voulais partager ça avec tout le monde. Et voilà. Ok, trop bien. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je suis trop contente de vous accueillir ici à Station Radio. Et du coup, on va continuer la discussion et je vais du coup parler du fameux questionnaire qu'on a fait relayer. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir répondu sérieusement justement à nos questions. Je tiens également à m'excuser aussi pour justement les questions qui pouvaient parfois être confuses et également certaines questions et réponses qui ont il y avait un problème des questions qui se répétaient. Un peu mal foutues. Un peu mal foutues, comme on nous a dit, mais bon, on s'excuse. Mais oui, en tout cas, merci pour vos retours et merci d'avoir répondu à nos questions. Donc voilà, la discussion va se faire un peu sur ce même schéma-là. Et le but, bien sûr, c'était déjà de vous faire participer.
parce qu'encore une fois, le but, c'est une safe place, avoir vos avis, avoir vos expériences. Et justement, suite à ça, de discuter de vos réponses et mettre un peu en relief un peu également nos expériences communes ou non. Et parmi les premières questions de ce questionnaire, il y avait, c'était par rapport à quelle génération vous faites partie. Et en consultant justement les réponses, je pense qu'il y avait quand même pas mal de, peut-être un malentendu ou un problème de compréhension. Donc je voulais quand même remettre la définition de ce que c'est de faire partie de la première génération d'immigrés ou deuxième génération. Donc la première génération d'immigrés, ce sont les personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont arrivées en France et qui s'y sont installés. Et la deuxième génération, ce sont les personnes nées en France, de parents du coup d'origine étrangère. Donc par exemple, moi je fais partie de la deuxième génération. Je suis née en France et ma mère fait partie de la deuxième génération. Donc je crois pas que j'ai parlé un peu de mes origines. De la première génération. Ah oui, pardon, de la première génération. Ouais. Mais je suis d'origine togolaise guadeloupéenne et je suis togolaise de ma mère. Et du coup, ma mère est arrivée dans sa jeunesse en France et elle a établi sa vie et elle a fait 2 enfants, dont moi. Waouh. Voilà. Du coup, c'est la même chose pour moi. Moi, je suis issue de la deuxième génération. Mes parents sont venus d'Algérie en France. Donc moi, je suis née ici. Donc on voulait savoir, vous, à quel moment vos parents sont venus en France, pourquoi, est-ce que vous êtes issue de la première ou de la deuxième génération ? Moi, du coup, je fais partie de la deuxième génération. Donc, mes parents sont tous les deux nés au Sénégal, dans un petit village. Et ils sont arrivés en France il y a une quarantaine d'années. Donc, ouais, ma grande sœur a 40 ans. Ouais, c'est ça, une quarantaine d'années. Et donc, ce qui fait que ouais, je suis issue de la deuxième génération. Et moi, pour le coup, je suis née en France. Ok. Et pourquoi ils sont venus, du coup, en France C'était vraiment pour des questions de trouver un emploi. Ma mère également, c'était un peu compliqué de rester au Sénégal pour diverses raisons, et notamment parce que voilà, on se dit qu'on va avoir une meilleure vie en France. C'est un peu, je pense, les raisons de pas mal de parents qui ont immigré justement en France. Ouais. Donc c'était pour toutes ces raisons-là. Ok. Et toi ? Comment ça, et moi ? Pourquoi les parents sont venus en France ? Ah oui, c'est vrai. Mon papa est venu très tôt en France. En gros, déjà, je pense qu'il a toujours un peu idéalisé la France. Donc, il a voulu venir ici pour faire ses études. Et c'est vrai que depuis le début, il aime bien la culture française. Il aime bien tout ça. Et après, ma mère, quand elle s'est mariée avec mon père, elle a décidé de le suivre ici. Mais oui, pour ma mère, il n'y a pas de raison spéciale à part le mariage. Et aussi, elle avait envie de venir, quoi. Elle s'est mariée, personne n'a obligé à venir, mais elle s'est dit, ok, je viens, voilà. Et maintenant, elle fait sa vie ici, tranquille. Et pour toi, Sarney, je pense que c'est différent, vu que tu es venue, comme tu as dit tout à l'heure, tu es venue avec tes parents en France. Moi, je suis arrivée en France quand j'avais 15 ans, avec ma famille, mon petit frère, ma petite sœur, on était tous les 5. Et au début, on était en Suisse. Okay. Et puis finalement, on a décidé de venir en France parce que y avait une raison et c'est un peu confidentiel, donc je peux pas dire ici. Ouais. Mais, et du coup, on est arrivé en France quand j'avais 15 ans et voilà. Et tu viens de dire que premièrement, vous êtes parti en Suisse. C'était Suisse francophone ou Suisse francophone. Ouais. Du coup, pour l'apprentissage de la langue, ça se passait comment ? Au début, j'apprenais vite fait le français. J'étais dans une classe des enfants étrangers. Okay. Et j'apprenais, mais on n'avait pas beaucoup de cours. On avait 3 heures de cours par semaine, un truc comme ça. Ah oui. Okay. Ah ouais, pas ok. beaucoup. C'était juste prépa. On est resté pendant 6 mois et j'avais vraiment pas beaucoup appris le français. Et du coup, le français, tu l'as appris en conversant sur le tas. Ça. Ouais. Okay. J'ai appris en France en allant en classe tout de suite en collège. Ah ouais. C'est-à-dire, je savais même pas dire les mots. Et en plus, il y a certains mots suisses. Enfin,
pas pareil Ouais. qu'en français. Et du coup, c'était un peu différent pour moi. Et j'étais directement dans des classes où il y avait que les enfants qui parlaient français et tout. Du coup, j'étais un peu en mode ouh là là, Waouh, Ouais. purée, qu'est-ce tu qui se gères, hein. passe? Ouais. Et Franchement, tu gères trop. tu l'as Merci. vécu comment, le fait de... Parce que vous êtes quand même passé de Mongolie à Suisse Mhm, et ensuite Ensuite, France France. à mhm, 15 ans. mhm. Ça s'est passé comment? Alors, pour moi, c'était très, très dur au début. Mm. Parce que j'avais mes potes, mes amis, j'avais tout là-bas. J'étais à l'âge où je construisais tout. Ouais. Et du coup, je suis arrivée là, on devait quitter notre pays. Et pour moi, c'était un changement. Et comme c'est une décision qu'on a tous prise, Mm. avec mes parents, on a parlé, quand même, j'étais pas forcée. Enfin, Ouais. ils m'ont expliqué tout ça et j'étais d'accord avec eux. Ouais. Et aussi, surtout pour mes études, etc. Et j'étais obligée de m'y habituer, Mm. de suivre ce chemin. Ok. Et du coup, même si j'avais compris que je voulais suivre ce chemin, pour moi, pour un enfant, c'était très très difficile, vraiment. La langue, les enfants, la culture, comment les enfants se comportent, comment ils y pensent, la mentalité des gens, etc. Mm. C'était tellement différent. En plus, j'ai une tête... Enfin, Oui. je suis asiatique, donc... Mm. En plus, j'étais la seule asiatique de ma classe. Ah ouais. Pour Ah moi, oui, ouais. tout était un choc. Ah ouais. Ah ouais. Et c'est pour toi, quel a été le plus gros choc culturel que tu as eu en arrivant en France? Alors, quand j'y repense, enfin, il y en a beaucoup quand même. Ah oui, j'ai déjà parlé dans ma vidéo, c'était faire des bisous. Et À la genre, bise. oui. Ah, ok. Oui, non, pas des bisous. En fait, à chaque fois, je me trompe. C'est faire des bises. La La bise, ouais. bise, ouais. En Ça. Mongolie, on se serre la main. D'accord. Mm. On ne fait pas de bise. Et la bise, pour nous, c'est une dinguerie. Genre, c'est tout de suite. Ouais. Donc, on fait ça que quand on est vraiment proche. Ouais, Ouais. ouais. Pour moi, c'était un choc parce que c'était un garçon qui est venu me voir. Il m'a dit bonjour et après, il m'a fait la bise. Et du coup, j'étais là en mode ouh là là, ça va vite là. Déjà, waouh. Etc. Il y en a beaucoup. Vraiment, quand j'y repense, il y en a beaucoup quand même. Mm. Je vous dirai quand je rappellerai. Ok, pas de Ok. souci. Bah, on va continuer. Bah, encore une fois, toujours par rapport du coup au questionnaire. Donc, parmi les autres questions qu'on a posées, c'est si nos parents ou l'un de nos parents était toujours autant attaché à leur pays d'origine. Et c'est vrai que parmi les réponses, on a eu une majorité écrasante à 90% qui ont dit que oui, ils étaient toujours autant attachés à leur pays d'origine. Mais il y avait quand même une réponse qui me semble quand même assez intéressante. C'était, je cite, « Ils ne sont plus autant attachés au pays, ils sont plutôt attachés aux coutumes du pays, cuisine, éducation et musique. » Donc je me suis dit qu'on pouvait se poser la question de est-ce que justement on pouvait, excusez-moi, si justement on est attaché, nous, en tant que personnes d'origine immigrée, toujours si on est attaché à notre pays d'origine ou seulement à ce que nos parents nous ont seulement transmis. Donc du coup, je vous pose la question à vous les filles. Bah, moi, bon déjà, la culture à la maison et dehors, c'était totalement différent parce que j'ai vécu du coup dans un foyer algérien. Toute ma culture tournait autour de l'Algérie, que ce soit la nourriture, la langue. Donc quand on me parlait, c'était arabe et français. Et même toutes mes références, ça tournait autour de l'Algérie. Donc quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi les autres enfants avaient pas la même culture que moi. Je pensais que tout le monde à la maison, c'était l'Algérie. Je comprends pas. Donc c'est vrai que c'était très difficile à comprendre quand j'étais petite. Après, je pense que ça dépend des gens. Moi, je comprenais pas pourquoi les autres enfants avaient des rêves, on va dire, très françaises ou même des plats. Par exemple, moi, il y a un plat algérien que j'aimais trop quand j'étais petite, c'est la mloukhia. Et je pensais que tout le monde mangeait la mloukhia. En mode, voilà, on mange mloukhia, voilà. Et c'était pas le cas. Donc, c'était très difficile. Mais c'est vrai que j'ai des parents qui sont très attachés à leur culture et à leur pays d'origine. Est-ce que pour vous, c'est aussi le cas? Vous avez des parents qui sont attachés toujours à leur pays, même si on est en France, quoi?
Dans mon cas, ouais, mes deux parents, du coup, sont très, très attachés au Sénégal, que ce soit par la nourriture, par les voyages aussi. Enfin, depuis quelques années, là, je dirais ouais, 5-6 ans, chaque fin d'année, pratiquement, ils retournent au Sénégal. Ok. Et ça, c'est vraiment depuis que moi, j'ai atteint la majorité. Parce que je fais partie d'une fratrie de 4 personnes, donc 2 grands frères et une grande sœur. Et moi, je suis née 15 ans après tout le monde. Donc, un peu comme d'autres parents issus d'Afrique de l'Ouest, il y a un peu ce truc où on attend un petit peu que le dernier enfant atteigne la majorité. Ouais, et ils ensuite, peuvent se permettre de partir. ouais, c'est ça. Ils sont un peu plus tranquilles. Donc là, Ouais. ils retournent très souvent au Sénégal. Et sinon, ils parlent aussi beaucoup ma langue. Moi, mon père, plus ma mère. Mais oui, que ce soit aussi au niveau des vêtements. Ma mère, elle est très... elle porte ses petits boubous, des vêtements traditionnels. Mon père, non. Mais ma mère, ouais. Et sinon, moi, je dirais que quand j'étais plus jeune, j'étais pas tant attachée que ça à ma culture. Parce que à la maison, on va dire que ma mère parle pas mal. Donc le soninké, c'est ma langue. C'est la langue de mon ethnie. Mais sinon, c'est vrai que ma mère, quand même, moi, personnellement, elle parlait beaucoup français. Parce que contrairement à mes frères et sœurs, qui, eux, parlaient plutôt bien, et même aujourd'hui, parlent plutôt bien, moi, j'étais un peu plus... vraiment, je parlais français et c'est tout. Et donc, j'étais pas forcément très attachée. Il y a un peu ce truc où... c'était un peu, entre guillemets, la honte. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une période un peu primaire, collège, où tout le monde se moque un petit peu des mamans qui sortent avec leurs vêtements traditionnels et il y a un peu une sorte de rejet de ta part. Donc, pour moi, j'étais pas forcément très attachée, mais là, je suis dans le courant complètement inverse. Ouais. Ok. Moi, pareil. Ah ouais. Ouais, au début, pareil, j'avais un peu la honte et tout. Et que surtout que mes parents, ils sont vraiment beaucoup, beaucoup attachés à leur pays. Et ils sont tout mis de côté pour nous, en fait, pour leurs enfants. C'est pour ça, mais je respecte beaucoup mes parents. Même maintenant, aujourd'hui, mes parents, ils écoutent leur son traditionnel, le son qui vient de mon pays, qui de temps en temps travaille avec des gens de mon pays. Ils sont toujours en contact. Je pense que si ils voudraient, ils voudraient bien rentrer. Okay. Mais là, par exemple, mon frère, ma petite sœur, ils sont encore des enfants. Et aussi, ils sont plus bien ici en France que dans mon pays. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas rentrer en Mongolie, par exemple. Tu dis que tu avais honte quand tu étais petite, du coup, de tes origines, mais c'était dû à quoi? Tu sais l'expliquer ou... C'est le fait de se sentir très différente, déjà de un, et que même physiquement, mentalement, culturellement, très différente. Et surtout que je ne voyais pas les gens de mon origine ici, pas beaucoup. Et pour moi, c'était un truc... Enfin, pour moi, idéal, c'est de vraiment avoir la culture française, vraiment bien intégrée en France. Ouais. Et plus je grandis, et plus je me rends compte de l'importance de savoir notre identité. Ouais. Et voilà. Ok. Écoutez, moi, pour ma part, du moins pour ma mère, oui, elle se sent toujours autant attachée et encore plus. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Aminata, parce que ma mère, ces dernières années, je pense depuis 2017, pardon, depuis 2017, on a fait un voyage. D'ailleurs, c'était mon premier voyage au Togo. Et ma mère est revenue justement dans son pays natal. Et depuis cette année-là, je dirais qu'elle s'est... Elle s'est reconnectée avec son pays. Ouais, voilà. Et c'est non seulement avec sa famille, mais aussi avec le pays en soi et ses coutumes. Et oui, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus intense, ce lien d'appartenance avec le Togo. Et oui, bon, maintenant qu'avec ma sœur et moi, on a grandi, donc du coup, elle y va plus régulièrement, tous les 1 an, 2 ans. Ok. Ouais, voilà. Mais oui, elle nous l'a transmis aussi, ce lien d'appartenance.
Et ça rejoint encore une fois ce que tu disais, c'est avec les pratiques culturelles. Et c'est aussi les réponses qu'on a eues lors dans le questionnaire. C'est la cuisine, la musique. C'est avec ces pratiques, grâce à ces pratiques culturelles, qu'il y a ce lien d'appartenance avec leurs enfants, du coup avec nous, qui a été transmis. Et à savoir si c'est essentiel, je dirais que oui et non, parce qu'il y a aussi bien sûr un travail de recherche de notre côté à faire, et on va en parler un peu plus bas. Mais oui, en tout cas pour ma part, ma mère, oui, elle a toujours ce lien d'appartenance et elle nous l'a transmis. Pas forcément avec la langue, ça aussi on va en revenir, mais beaucoup avec les coutumes et tout ce qui est musique et cuisine. Ouais, tu viens de parler de musique. En fait, moi, mon papa, il est musicien. Il fait de la musique traditionnelle algérienne. Donc, j'ai toujours été baignée dans cette culture, avec la musique aussi. Mon papa, il a vraiment plein de casquettes différentes. Il était aussi chef cuisinier. C'est quelqu'un. Martin Matin. Donc, s'il nous écoute, coucou. Mais... Donc il cuisine très très bien, il fait la cuisine traditionnelle, donc les couscous, c'est vraiment des couscous royales, quoi. Il m'a transmis, on va dire, cette passion pour la culture algérienne, et donc je suis très contente d'en parler et de la partager. Et donc ma mère, pareil, elle est très très attachée à son pays. À chaque fois qu'elle m'en parle, elle a des étoiles dans les yeux. Si quelqu'un critique l'Algérie, elle va être énervée. Elle va être en mode, c'est quoi ça ? C'est mon pays, c'est l'Algérie, il ne faut pas parler mal de ça. Et oui, elle est très connectée avec la famille, donc les appels sont réguliers. On y va souvent, depuis que je suis petite, on y va tous les étés. Et je suis allée, je crois il y a 2 ans, j'y suis allée toute seule en Algérie, donc j'ai sauté le pas de prendre un billet d'avion et d'aller voir du coup ma grand-mère. Et donc j'ai un pied à terre maintenant. Je peux me dire que oui, je me sens très connectée avec l'Algérie, là où avant, c'était pas le cas. Donc, comme toi, Sarney, je ressentais un petit peu de la honte, parce que plus je grandissais, plus je sentais que j'étais un peu différente des autres. Pourtant, je suis née ici, donc on pourrait croire que j'ai toute la culture. Moi, je connais l'histoire de France, je sais parler français parfaitement. Toute ma vie tourne autour de la France, parce que je vis ici. Mais c'est vrai que plus je grandissais, plus je me sentais différente avec le racisme que je vivais. Surtout que le racisme envers les Algériens est un peu différent à cause de la colonisation et de tous ces biais-là. Mais donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'on est vraiment attaché à notre pays ? Enfin, moi, j'ai jamais vécu en Algérie, donc je suis attachée à une idée que je me fais du pays. Ou est-ce qu'on est attaché juste à ce qu'on nous a transmis tout ce que nos parents nous ont transmis ? Moi, je me pose la question, est-ce que je connais vraiment l'Algérie, ou une idée que je vois ou de ce que j'ai entendu de mes parents en France ? Ça me trotte dans la tête, cette question. Je sais pas, pour toi, Aminata moi, j'ai l'impression, je suis un peu entre les deux. Mon point de vue, en tout cas, se trouve vraiment à la frontière des deux. Mais je pense que on est un petit peu plus attaché peut-être à l'idée, étant donné qu'on n'a pas grandi dans le pays, qu'on n'y a pas vécu. Y a des personnes, par exemple, qui ne sont jamais parties en vacances dans leur pays d'origine. Et moi, j'y suis allée, la dernière fois, c'était en 2016. Donc c'était il y a presque 10 ans. J'avais 15 ans. Encore avant, j'y étais allée, j'avais 8 ans. Encore avant, j'avais 5 ans. Et puis, c'est tout. Et au final, j'ai pas forcément même une idée globale du pays, finalement. C'est des voyages où parfois, tu rencontres des gens de ta famille, mais tu vois un petit peu moins le pays. Et puis, le fait qu'on vive en France ou dans des pays occidentaux, parfois, il y a une intériorisation aussi des valeurs, de la culture. Et moi, je trouve qu'il y a pas mal de personnes issues de la diaspora. Il y a un peu cette idée que, je vais retourner au pays et je vais faire une entreprise et ensuite je vais sauver le pays. Il faut en parler. Il faut en parler. Et donc, pour moi, tout ça, ça rejoint en fait cette idée qu'au final, c'est une vision un peu idéalisée du pays. Même parfois, je tombe sur des vlogs des personnes qui vont retourner dans leur pays d'origine pour retourner à la source, entre guillemets. Et puis finalement, c'est quelque chose de très idéalisé, très je vais dans des hôtels luxueux où je ne parle
que des points positifs et j'apporte en fait moi ma vision d'occidentale finalement C'est ça. qui va dans ce pays. Et donc au final, moi je pense qu'on n'aura pas forcément une vraie idée du pays tant qu'on n'y est pas allé, tant qu'on ne s'intéresse pas à l'histoire aussi. Tout simplement à l'histoire, discuter avec les populations locales, des personnes qui sont nées là-bas. Donc ouais, ça, ce serait mon point de vue. Ouais. Alors pour moi, moi je suis très 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 attachée à mon pays. Parce que j'ai grandi là-bas, j'avais tout là-bas. Donc, mais c'est juste au début, quand je suis arrivée en France, Ouais. et vu que j'étais une adolescente, je me faisais une idée en mode, ok, ça c'est pas cool. Enfin, parler de son pays et tout, c'est pas trop cool Ouais. et tout. Genre, je me donnais juste une idée comme ça, mais c'était une phase où je niais mon pays. Je parlais pas de mon pays. J'avais mis de côté. Je voulais juste oublier. Je savais même pas si j'avais une identité. Donc, En fait, le but enfin, peut-être question, hein, mais à cette époque-là, ton but premier, c'était un peu l'intégration. oui, Te faire vraiment ouais. intégration, donc, intégration, tout le temps, faire des amies françaises, apprendre vite le français. Et malheureusement, renier un peu ça. cette partie de ton Oui. identité-là. Au début, vraiment beaucoup. Mais je comprenais pas pourquoi mes parents, ils étaient trop attachés à mon pays. En mode, ils écoutaient tout le temps la musique de mon pays, faisaient toujours à manger de mon pays. Pour moi, c'était un peu en mode, oh là là, Ouais. mais vous vivez en France et tout. Voilà, j'avais des phases comme ça, mais j'étais un enfant, quoi. Ok, mais tu es toujours au courant de ce qui se passe dans ton pays ou Oui. c'est toujours un peu compliqué Je suis toujours au courant. Ok, donc Depuis que je suis arrivée en France, toujours. Ok, donc tu te sens impliquée, on va dire si... bon, je connais pas bien la Mongolie, mais au niveau politique, tu sais ce qui se passe. Bien ok. sûr, Donc, je m'y intéresse tous les jours. Et pour moi, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ces dernières années, c'est un peu compliqué pour notre pays. Ouais. Et du coup, je m'y intéresse vraiment beaucoup. Ok. Et surtout que sur les réseaux, on en parle aussi pas mal de notre pays. Et aussi, j'aimerais bien impliquer ou j'aimerais bien faire bouger les choses si je peux. J'aimerais bien faire ce que je peux faire. Ouais. À ton échelle, oui. Ouais, c'est ça. Ça, comme tu le dis, c'est un peu ce qu'a dit Jaëlis, le travail de recherche. Donc, même si on est loin de nos pays, du pays de nos parents, pour mon cas, il faut vraiment être au courant. En tout cas, moi, je pense que c'est important d'être au courant de ce qui se passe dans notre pays, politiquement, socialement, les problèmes, même si peut-être qu'on ne peut pas comprendre ce que vivent exactement ceux qui y sont. Donc, il y a eu quelques soucis en Algérie au niveau de la politique, des présidents, gouvernements. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je ne pouvais pas avoir le même ressenti que les locaux là-bas. Mais j'ai toujours essayé de relayer les informations. Il y a eu pas mal de manifestations à République en France, donc essayer de faire ce qu'on peut de loin. Et donc voilà, faire ce travail de recherche, c'est très important. Et aussi, on peut parler de la langue. La transition est mal faite, mais il faut qu'on parle de la langue, vu que tu l'as évoqué tout à l'heure, Aminata, du fait que tu parlais... Enfin, je sais pas si tu sais parler ta langue ou pas du Non. tout. On est ensemble. C'est un sujet qui est un peu délicat, ouais. Non, je dis, moi, que je comprends, mais je ne parle pas. Voilà. Mon problème. pareil. Mon problème. Exactement. Je sais que ma famille m'écoute là, mais c'est mon cas. Je comprends tout, mais je parle pas. Et pourquoi toi tu parles pas? Enfin, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que souvent, en réalité, quand les enfants ne parlent pas forcément la langue, c'est aussi que les parents n'ont pas forcément... Ouais. Tu sais, des fois, on va dire des choses comme « oui et tout, pourquoi tu ne parles pas la langue et t'as 15 ans ?» et on m'a pas appris. C'est ça. Donc, ouais, par exemple, mon père et ma mère parlent tous les deux encore très bien le soninké, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, mon père ne va pas me parler en soninké. Ma mère le fait parfois, mais c'est plus quand elle est énervée ou des choses comme ça. Mais sinon, si elle a besoin d'aide ou si elle me pose une question, elle va parler en français. Mais sinon, je comprends un petit peu parce que j'entends parler au téléphone des fois ou des choses comme ça.
Après, la langue peut s'apprendre, mais je pense que parfois, il y a un peu ce truc de... on est des adultes, on a beaucoup de choses à faire au quotidien. Et ouais, et c'est aussi parfois des langues qui sont plus difficilement... c'est plus difficile de les apprendre que l'anglais, quoi. Le soninké, c'est quand même particulier. Enfin, c'est quand même très parlé, mais c'est pas la langue la plus connue. Oui, il n'y a pas les outils disponibles pour apprendre. Il y a quelques manuels, mais même des fois, il peut y avoir quelques erreurs d'ailleurs dans ces manuels. Mais vraiment, et la manière la plus facile d'apprendre, du coup, c'est via la famille. Mais bon, si la famille ne t'aide pas, c'est ça, moi, c'est mon problème. Et j'en parle souvent avec ma maman. En fait, on discute et elle me dit, ouais, mais pourquoi tu parles pas? Je suis en mode, mais je veux trop parler. Mais déjà, il n'y a pas les ressources. Du coup, c'est le Dalija algérien. C'est différent du Dalija marocain. Et là, il y a plein de ressources, bizarrement. Les Algériens, il faut qu'ils fassent un truc. Faites des manuels. Carrément, pour vous dire, j'ai appris ça en Espagne, le Dalija marocain. Mais vraiment, c'est un peu différent. Et moi, j'aimerais trop apprendre, mais je sais pas quoi chercher. Le seul moyen, c'est de pratiquer avec ma famille. C'est ça. Mais je sais pas, j'ai un peu peur de parler. Je suis timide. Mais je comprends tout. Ouais, mais j'ai entendu que si tu sais pas parler ta langue natale, tu dois rentrer dans ton pays, genre vivre pendant 1 an ou 2 ans. Ouais. C'est ce que j'ai entendu des gens qui ont appris leur langue. Bah, c'est vrai qu'on apprend mieux dans le pays directement, quoi. Enfin, mais ouais, la langue, c'est pour moi le vecteur principal de la transmission culturelle. Même si on nous transmet, on va dire, la nourriture, la musique, pour moi, la langue, c'est vraiment important. Et je regrette trop de ne pas pouvoir parler ma langue, parce que j'entends les gens de ma famille parler entre eux, et c'est tellement différent de parler, on va dire, dans sa langue que répondre en français. C'est pas du tout la même vibe, c'est pas du tout le... Je sais pas, il y a toute... un contexte, toute une vision du monde quand on parle une autre langue. Déjà, je le ressens quand je parle en français. Il y a une vibe différente quand on parle en français comparé à l'anglais. Les références sont différentes. On est beaucoup plus connecté au pays. Du coup, Sarné, vu que tu as appris le français, peut-être que tu as vu une différence quand tu as commencé à parler bien français. Une différence? Oui, une différence. Je veux dire, tu comprenais beaucoup plus peut-être le pays, la France, sur les subtilités de la langue et du coup au niveau de la culture, ou pas du tout, juste c'était un moyen de communication et c'est tout, quoi. En fait, quand j'ai appris le français, au début c'était compliqué parce que ma langue et la langue française, c'est rien à voir. Vraiment 2 différentes langues. Et j'apprenais pas vite en plus, je sais pas pourquoi. Et après des années, des années, j'ai commencé à apprendre, mais du coup, avec le temps, avec la langue, apprentissage de langue, j'ai commencé à comprendre mieux aussi dans la culture française. Ouais. Et ouais, c'est vrai que je voyais beaucoup de différences quand j'ai commencé à apprendre. Mais moi, c'est la seule chose que je peux flex. Je peux parler ma langue maternelle et la langue française. Franchement, t'as le droit de flexer. Après toutes ces années de galère de français. Mais oui, mais franchement, je trouve que tu parles super bien et merci. Je sais pas, ton accent est fou aussi. Merci. C'est incroyable, voilà, c'est incroyable. J'ai oublié de te complimenter sur ce point-là. C'est fou, quoi. Bravo pour ça. Merci. Et écoutez, pour ma part, pour ma mère, elle parle Mina. Et je ne comprends pas le Mina et du coup je ne le parle pas. Il y a juste, je peux reconnaître la langue parce que pareil au téléphone, j'entends ma mère parler. Je peux reconnaître, identifier quelques mots. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. J'étais dans le train et il y avait une maman qui parlait du coup Mina à son fils. Et du coup, j'ai entendu le mot Essi. Essi, ça veut dire eau. Et je me suis retournée parce qu'elle était juste à côté de moi. J'ai dit, madame, vous êtes togolaise? Il y a des chances qu'elle n'était pas togolaise, parce que les Mina, on peut les retrouver au Bénin aussi. Mais je dirais que je l'ai regardée, j'ai dit, vous êtes togolaise? Elle m'a dit oui. Et elle a commencé à me parler en Mina. J'ai dit, par contre, je suis désolée. J'ai compris le mot, mais je ne comprends pas la langue. C'est ça. Pour dédouaner un peu ma mère, parce que c'est vrai qu'avec ma sœur, on aime bien lui reprocher ça. C'est vrai que, étant donné que je vivais dans un foyer quand même assez métis, mon père est guadeloupéen, il parle pas du tout, du moins il parlait pas du tout le Mina, donc
quand on demandait à ma mère pourquoi elle nous a pas appris la langue, tout simplement parce qu'elle avait pas d'interlocuteur. Ouais. Et je prends l'excuse, mais ça reste quand même assez frustrant. Et c'est vrai que des fois, je lui demandais, il y avait des jours où je lui demandais, un jour tu me parles 100% Mina. Même si je comprends pas, tu me parles. Ouais. Et malheureusement, les habitudes font que je comprenais pas forcément. Et quand elle me traduisait et que je lui redemandais de me parler dans la langue et que je lui répondais en français, forcément, elle me répondait en français. Donc, on essaye, il y a cette volonté d'apprendre, mais ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça mais veut pas, non, mais ça j'ai voudra, quand même, j'espère. c'est ça. J'ai quand même cet intérêt d'apprendre le Mina un jour. Et puis du côté de mon père, le créole, je comprends. Et récemment, cet été, par exemple, je suis partie en Guadeloupe et j'ai demandé à mes grands-parents, vous me parlez créole, en fait. Vous me parlez créole, même si je vais vous répondre en français, vous me parlez créole. Et pareil, j'ai ce même intérêt-là d'apprendre cette langue-là. Et ma grand-mère aussi, elle m'a envoyé un petit cahier d'apprentissage de créole. C'est trop mignon, ça. C'est trop mignon, ouais. Et non, franchement, pour les deux langues, je sais que pour beaucoup, c'est assez compliqué d'apprivoiser ces langues. Et comme on en a parlé juste un peu plus tôt, avoir accès à cet apprentissage-là, c'est compliqué parce que forcément, c'est des langues qui ne sont pas forcément beaucoup parlées et beaucoup enseignées. Donc, on est assez restreint dans cet apprentissage, mais si on a envie, je pense qu'on mais oui, on peut. Hein. Mais en plus, la langue, c'est un outil d'intégration. Quand on voyage dans nos pays, si on ne parle pas nos langues, on est vite un petit peu marginalisé. Ouais. Donc, moi, je suis beaucoup allée en Algérie. J'y vais tous les étés. Et dès que je peux, j'y vais. Mais sauf que je sais qu'on me considère algérienne quand on me voit de visu. Ok, celle-là, elle est algérienne, ok. Mais dès que je commence à parler, c'est une catastrophe parce que déjà je parle français, mon français est parfait vu que je suis française et quand j'essaye de parler algérien, ça m'est déjà arrivé à l'aéroport quand il n'y a pas de famille à côté, j'essaye de commander un truc en Algérie, oui j'aimerais bien une part de gâteau s'il vous plaît, l'accent il est terrible donc on me met vite de côté, on me parle français, on est en mode ok celle-là elle est étrangère et c'est vrai que c'est un peu difficile d'être considérée comme une personne étrangère dans mon pays, alors que j'ai la double nationalité. Donc, dans les papiers, je suis une vraie Algérienne, mais je ne suis pas considérée comme telle à cause de la langue. Et ça me rend trop triste, en vrai. Ce sentiment un peu d'exclusion. Oui, je suis trop triste d'être un peu exclue, en fait, par ma communauté, mais compréhensible. Je ne peux pas leur en vouloir. Je parle pas ma langue, genre. C'est pas ouf, en fait. Je suis d'accord. En fait, c'est marrant parce que, en soi, par exemple, au Sénégal, il y a énormément de langues différentes au final. Il y a le soninké, il y a le wolof, des personnes qui parlent poulard. En fait, ça dépend aussi des ethnies, région. Etc. Et moi, étant donné que je suis soninké, en réalité, c'est même pas la langue la plus parlée du pays. Donc, par exemple, mes parents parlent wolof et soninké. Okay. Parce que c'est la langue la plus parlée. Donc, en fait, ça fait aussi un double problème. En réalité, si je retourne dans mon pays et que je parle soninké, je vais plutôt communiquer avec des personnes de ma famille ou de ma communauté, de mon ethnie précisément, qui est minoritaire au Sénégal en réalité. Oui, je vais poser une question, peut-être elle est un peu bête, mais est-ce que les gens du Sénégal de ton ethnie savent parler le Wolof ou pas ? Généralement, oui. Parce qu'en fait, étant donné que c'est la langue la plus parlée, ils parlent Wolof et d'ailleurs ils parlent français aussi. Il y a la colonisation qui est passée par là, donc ils parlent français. Mais oui, généralement, tu parles également Wolof. Donc c'est la langue véhiculaire. Ouais. Ok, ça c'est trop intéressant. C'est un peu différent des pays maghrébins où il y a juste l'arabe et en fonction des pays. Il y a du coup Tunisie, Algérie, Maroc, il y a des mots qui diffèrent ou un accent qui diffère. Après, pour le cas de l'Algérie, je sais qu'il y a différents accents, un peu comme Paris et Marseille, et quelques mots qui diffèrent, mais en soi, il n'y a pas cette différence comme les pays d'Afrique subsaharienne, je pense. C'est intéressant d'apprendre. C'est une question d'ethnie, ça rejoint tes propos. C'est au Togo, il y a pas, je vais pas ressentir justement cette exclusion parce que la langue véhiculaire c'est le français, donc j'ai pas ce problème-là. Mais c'est vraiment intrafamilial. Par exemple, anecdote, je suis partie en Belgique, mais du coup j'ai de la famille en Belgique du côté flamand. Et la langue, c'est le néerlandais flamand là-bas. Ils parlent pas français.
ils parlent Mina. Donc la langue, quand on est parti avec ma mère, la langue la parlée où tout le monde, sauf moi, pouvait comprendre, c'était le Mina. Donc les repas, ils étaient dynamiques, ça rigolait. Moi, je comprenais rien. Et c'est toujours en fin de soirée, une fois où c'est l'heure d'aller se coucher, et je demandais à ma mère, mais en fait... qui a dit quoi en fait. C'est le moment de me traduire. Pendant le repas, tu faisais semblant de comprendre. Moi, je suis là en mode ouais. Ça rigole, tu rigoles. Ouais. Exactement, alors que je comprenais rien. Mais je pouvais comprendre plus ou moins le contexte de la conversation, parce que c'est sûr qu'il y a des mots français qui vont ressortir, mais l'essence même de ce qu'ils disaient, leur conversation, moi, je comprenais rien. Et c'est vraiment ce moment-là où je me sentais un peu à part. Pas totalement exclue, parce que ça reste quand même la famille, mais tu sens que bon... Ouais, tu comprends pas, quoi. Il y a eux, il y a moi, quoi. Mais c'est vrai que dans le contexte du pays en général, pour ma part, il n'y a pas ce ressenti d'exclusion, parce que il y a plusieurs ethnies qui parlent différentes langues qui ne se comprennent pas. Donc, du coup, la langue principale, c'est le français. Ouais, ça c'est chiant, ça. Le français. C'est comme en Algérie, ils ont un peu mené une politique pour retirer le français des cours, parce qu'ils étaient énervés à pourquoi le français, ça nous suit partout, alors qu'ils nous ont fait la guerre, ils nous ont tués. Donc maintenant, ils essayent de remplacer le français par l'arabe et l'anglais dans les universités. Et je sais pas si dans l'administration, ça reste un petit peu, mais le changement arrive petit à petit. Donc ça, c'est assez cool. Et je sais pas, Sarney, t'es retournée en Mongolie depuis que t'es arrivée ou pas du tout? Pas encore. Ok, mais t'aimerais bien... Moi, j'aimerais bien retourner un jour. Moi, je pense que bientôt, je vais retourner quand même. Ok. Pour voyager ou pour passer quelques mois, mais pas pour vivre. Parce que... Ouais. Toute ta vie est ici maintenant, donc... Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est au contraire, du coup, j'ai tout construit ici, donc... Ouais, du coup, t'es attachée à la France maintenant. Ok. Trop bien. Bienvenue. Merci. Et du coup, toi, t'es retournée... Oui, mais moi, j'y vais tous les étés. Moi, et pour j'aime ta trop. Moi, la dernière fois, c'était il y a 10 ans, du coup. Oui, en 2016, vas-y. Après, c'est particulier, j'ai peur de l'avion, donc... Et c'est ok. Mais je vais y retourner. J'hésitais à y aller soit en novembre, là, donc Ah bientôt, oui, ok. ou alors l'année prochaine. Ok. Mais... Novembre, visez novembre, là. Ouais. Vous savez, du moins dans le questionnaire, quand on a posé cette question-là, il y a eu une majorité de personnes qui ne retournent pas dans leur pays d'origine pour plusieurs raisons. Premièrement, pour les raisons financières, parce que, par exemple, Aminata, toi comme moi, on est originaire d'un pays Afrique de l'Ouest. Les billets d'avion, c'est cher. C'est cher. Donc, ce que je peux comprendre totalement. Il y avait aussi le fait qu'il y a des personnes qui ont répondu qui ont le statut de réfugiés politiques, donc ou venant de pays risqués, donc avec des pays instables politiquement, comme le Sri Lanka ou le Rwanda. Et donc, du coup, ils n'avaient pas la possibilité de retourner dans leur pays, c'est ça, dans leur pays. Et du coup, malheureusement, la plupart ne retournaient pas, voire jamais, ne sont jamais allés dans leur pays d'origine, ce qui est dommage, mais bon, on leur souhaite... j'espère qu'ils y retourneront, parce que, oui, quand même. Comme on en parlait, aller dans le pays, c'est avoir peut-être plus ou moins conscience de ce qui se passe de manière sociale et politique sur place, et aussi pour la langue, c'est parce que pour apprendre. Oui. Surtout que dans les réponses, on a eu des personnes qui ont dit qu'ils aimeraient bien reconnecter avec leur pays, mais à cause de la situation, c'était pas possible. Je crois qu'il y a une personne du Sri Lanka qui nous a... Rwanda. Vu ce qui se passe actuellement. Ouais. C'est très compliqué. C'est compliqué, mais il y a toujours, de ce qu'on a lu dans les réponses, cette attache avec le pays d'origine. Mais à cause de la situation actuelle, c'est pas possible. C'est ça. Et également pour des raisons familiales. Donc, on sait que les familles, c'est assez compliqué. Ouais. Si tu t'entends pas avec et qui sont dans le pays même... Parce que c'est vrai que dans le questionnaire, les réponses, c'est oui, on y va. Pour ceux qui y allaient, oui, on y va. Et c'est pas forcément pour les vacances, c'est vraiment pour voir la famille. Ouais. Donc si tu t'entends pas avec la famille, peut-être les raisons, voilà, c'est ça. Mais ouais. Exactement. On continue avec... je pense qu'on
peut parler de ce lien d'appartenance Ouais, avec la France. ça c'est la question la plus importante de tout le questionnaire et de cet épisode. Ouais. C'est le lien d'appartenance avec la France. Si on se sent français, alors que avec Aminata et Jaëlys, du coup, on est né en France. Donc, est-ce qu'on se sent français alors qu'on est vraiment français? Je veux dire, on est né ici, toute notre vie a été ici. Donc c'est une question qui est assez importante. Et dans les réponses du questionnaire, les réponses ont différé pour les personnes qui sont nées en France. C'est ça. Donc, on peut se poser cette question, finalement. Oui, parce que dans les réponses, c'était beaucoup de... Il y avait beaucoup de oui. Oui, je ressens un lien avec la France parce que toute ma vie, j'y ai vécu. J'ai fait toute ma scolarité là. J'ai jamais vécu dans un autre pays, et encore moins dans mon pays d'origine. Et il y avait quand même pas mal de réponses de oui, je sens cette appartenance avec ce pays-là, malgré qu'on me rejette. Ouais. Beaucoup de réponses de la sorte, même avec les questions liées à leur identité. Je me définis comme française, mais on me renvoie toujours au fait que je suis étrangère, alors qu'en soi, je ne le suis pas. Ouais. Et il y avait aussi une réponse que j'ai trouvée quand même assez intéressante, c'était, je cite, « Oui, un minimum, mais ça reste surtout un lien d'appartenance à la banlieue qui est multiculturelle. » Donc, certaines personnes ont ce lien d'appartenance avec la France, mais pas toute la France, avec une certaine communauté, c'est ça. Et je rejoins un peu ce que la personne a écrit, c'est que pour ma part, je me sens française. J'ai un lien d'appartenance avec le pays dans lequel je vis. Pareil, parce que j'ai toute ma vie ici, j'ai mes repères ici, ce que je n'ai pas au Togo, bien que je ressens quand même un lien d'appartenance avec ce pays-là. Mais si par exemple, j'y vais toute seule au Togo, sans ma famille, ni personne que je connais, j'ai aucun repère. Ouais. Je suis totalement perdue. Mais il y a quand même cette notion de oui, je suis française, mais pas la France que l'autre France. Voilà, l'autre France, du coup. Exactement. Donc je rejoins un peu justement cette citation que il y a peut-être cette idée de le mot est vu comme perçu comme péjoratif, mais communautarisme. Il y a cette France que je connais, mais cette France que je ne connais pas, et je me rattache pas justement à cette autre France. Parce que ça dépend comment vous avez grandi, comment vous avez évolué, mais j'ai né et j'ai vite fait vécu en banlieue. Ensuite j'ai vécu également en pavillon à la campagne, et après je suis revenue sur Paris. J'ai vu plein de choses, j'ai connu plein de personnes, et j'ai cette idée de la France. Mon entourage a plus ou moins cette même idée, et je sais que d'autres ne l'ont pas, mais j'ai quand même ce lien d'appartenance avec cette partie-là, cette vision-là, que d'autres n'ont pas. Ouais. Et pour vous, c'est comment ? Je te rejoins en soi. Je me sens aussi du coup française, mais je pense que c'est à peu près la majorité des personnes qui ont répondu également. Mais ce sentiment de se sentir française, mais seulement d'une partie, j'ai l'impression que même les Français en réalité peuvent le ressentir, puisqu'ils vont se dire moi je me sens pas du tout affiliée avec des personnes qui vivent en banlieue, par exemple. Ouais. Donc, mais sinon, moi j'ai jamais vraiment eu ce type de question à me dire est-ce que je me sens française ou pas. Je me suis toujours sentie française, même si évidemment il y a du rejet, évidemment que tu vas aller dans certains milieux, tu vas aller dans certains quartiers, on va te regarder bizarrement, mais se sentir française, c'est au-delà de plein de choses. C'est aussi la culture, c'est aussi les valeurs. Après, même au niveau de la culture, on n'est pas forcément... comment dire ? Tu avais cité en début d'introduction justement la théorie de Baba avec le tiers-espace. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça. Évidemment, je me sens française, mais je me sens aussi un peu comme une forme d'hybride. Ouais. C'est-à-dire que je suis française, mais je me suis aussi nourrie de ma culture, mais aussi d'autres cultures différentes en réalité. Surtout quand on vit en banlieue, en réalité, on est aussi beaucoup imprégné de plein de cultures différentes. Donc c'est comme ça mon sentiment aujourd'hui. Ouais, surtout que la banlieue, c'est multiculturel. Quand j'étais petite, j'avais des amis de plusieurs origines, on va dire. Donc à chaque fois, on se disait toi, tu viens d'où ? Toi, tu viens d'où ? Moi, je viens d'ici. Et donc, j'avais aussi beaucoup d'amis
c'est trop bizarre de dire ça, d'amis noirs, mais c'est pas du tout comme ça que j'ai envie que ça sonne. Non, mais je veux dire, voilà, noir et arabe, donc forcément, j'avais des amis marocains. Bon, ça, c'était plus quand j'étais petite. Après, au collège et au lycée, c'était des amis blancs. Mais sauf que je me suis sentie très, très à l'écart, donc micro-agression tout le temps. Donc maintenant, ouais, enfin, j'avais un petit peu honte de qui j'étais, donc à chaque fois j'essayais de m'intégrer, mais ça marchait pas. Donc bref, mais maintenant ça a changé mon rapport avec mon identité et la France. Je suis française, c'est un fait, mais suis aussi du coup algérienne, alors qu'avant c'était pas le cas. Et avant de faire cet épisode, je me suis beaucoup posé des questions sur « Oh, mais Sarney, elle se sent comment en fait ?» Vu qu'elle est née en Mongolie, ensuite elle est venue à l'adolescence. Est-ce que tu... Enfin, c'est pas tu te sens française, mais je veux dire, est-ce que tu te sens pleinement intégrée en France ou c'est toujours un peu compliqué pour toi? Alors, pour moi, c'est une bonne question parce que même moi, je me suis posé la question. Ouais. Et je me suis dit, mais attends, parce que je me suis jamais posé cette question. Ouais. Et c'est vrai qu'à la fin, je me suis rendu compte que je n'étais ni dans la culture française, ni mongole, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté mon pays. Ouais. Du coup, vraiment, je suis entre deux. Mais je vois plus... C'est comme si je suis une personne qui a grandi entre deux cultures. Ouais. Donc, je connais la culture française et la culture mongole. Et en vrai, je me sens... Je vois comme si c'était une richesse. Ouais, moi, j'aime bien. C'est une richesse. Et aussi, je voulais savoir comment ça fait de se sentir français. C'est quoi la culture française? Je me suis posé la question. Alors, j'ai déjà eu une conversation comme ça. Déjà, c'était un examen en anglais. La prof nous a posé cette question-là. On s'est regardé avec justement ma pote. On s'est dit, mais est-ce qu'il y a une culture française? Et moi, je considère qu'il n'y en a pas une. Ouais. Je dirais qu'il y a des cultures françaises parce que rien qu'en parlant de région, on peut pas... Enfin, un Alsacien n'est pas la même, n'aura pas la même culture, les mêmes mœurs, ni même la même langue qu'un Breton. Ouais. Donc, c'est pour ça que pour ma part, être français, c'est être pluriel. Donc, il y a des cultures françaises, mais pas une culture française. Et c'est vrai que quand cette question nous a été posée, c'était vraiment compliqué d'y répondre sur le moment. Mais c'est vrai que par la suite, en y réfléchissant, est-ce qu'il y a une bonne réponse pour dire qu'est-ce que c'est d'être français? Je dirais que c'est pas possible. Et c'est propre à chacun et propre à son expérience. Mais en termes de culture, je dirais que la culture française est plurielle et il n'y en a pas qu'une seule. C'est pas possible. Ok, merci, parce que je voulais savoir ça. Et c'est marrant parce que par exemple, moi, je suis mongole. Ouais. Et du coup, je sais ça fait d'être mongole. Je sais quand j'entends le chant de mon pays ou quand j'entends les gens parler, quand j'entends les sons, quand je vois les danses mongoles, quand je regarde un film mongol, on ressent un truc. Tous les mongols, je pense, on ressent un sentiment... d'une fierté, d'un truc qui étincelle, enfin, il y a un truc. Mais je sais pas comment expliquer ces sentiments, mais quand j'ai demandé ça à un ami, il m'a dit, non, moi je ressens pas... Par exemple, il m'a dit, tu vois, j'ai posé la question, est-ce que quand tu écoutes le son français et tout, traditionnel, ou je sais pas, ou tu manges un plat français, est-ce que tu es fier, est-ce que tu sens ces sentiments que moi je ressens? Il m'a dit, non. Pour moi, il n'y a pas. Je pense que c'est différent parce que là, on est en France, mais je veux dire, on n'est pas... On n'est pas en majorité, je veux dire, il y a les Blancs et il y a nous. Voilà, si je résume ça en très rapidement. Et donc, moi, quand je vois je sais pas, une représentation de la culture algérienne, je vais être fière parce que je la vois pas souvent. Sauf que, bon, après, l'Algérie, c'est spécial. Même les Algériens de là-bas, ils sont fiers, mais parce qu'il y a tout un contexte historique et c'est en rapport aussi avec la colonisation et l'histoire de l'Algérie. Mais je pense que ça, c'est très lié au fait qu'on... Je sais pas trop comment décrire ça, mais on est en France et nos parents ont une origine différente de la France. C'est pour ça qu'on est fiers quand on voit quelqu'un...
de notre pays dans la rue, ou quand quelqu'un nous dit moi je suis d'ici, ma famille elle est de là-bas, moi aussi, trop bien et tout. Alors que dans nos pays, je pense que ok, on est pareil, on est dans notre pays, donc il n'y a pas de quoi être fier en fait. On est déjà baigné dans cette culture, ouais, c'est déjà comme ça. Donc je pense que c'est pour ça. Si ton ami est français et vient de, je sais pas, Bretagne, ou je sais pas d'où il vient, il est déjà habitué à ça et il n'est pas marginalisé, il est juste français dans son pays. Je pense que, en fait, cette question, j'aime bien poser à mes amis français. Comme ça, je vois, est-ce que moi, je ressens toute seule ça, ou tout le monde sur la Terre qui ressent comme ça. Après, je me suis dit, bon, en Mongolie, on est un peu, les gens un peu fierté, la Mongolie, Tchimisrin et tout. On est grave fiers de notre identité et tout. C'est pour ça aussi que je ressentais ça, je pense. Ouais. En vrai, je dirais, j'ai l'impression. Après, en France, on est quand même un peu moins nationaliste, en fait. Là que je me rencontre. Tu sors le drapeau français, on va dire t'es de droite. Voilà, on n'est pas un pays si nationaliste que ça, comparé. Si tu prends le Japon, par exemple, c'est hyper nationaliste. Ici. Mais c'est aussi lié, c'est normal. lié à l'histoire et à ce que la France a fait, en fait. Exactement. Donc, je pense que oui, ce sentiment, on va moins le ressentir parce qu'aussi, on est moins nationaliste et plus les générations passent, moins on l'est en plus. Donc, Mais voilà, pour cette discussion riche en rebondissements. Et voilà, c'était une très bonne discussion qui me tenait, moi, personnellement, à cœur. J'avais vraiment envie de parler de ce sujet. Et en plus, là, nos parents ont des origines, viennent de pays différents. Et donc voilà, on a l'Asie, l'Afrique, c'est cool, quoi. Les Arabes, les Noirs et tout ça, les Asiatiques. C'est vrai que ça rend la conversation plus riche. C'est ça, surtout que... c'est trop intéressant de voir les différentes visions et tout. Oui, c'est ça. Première génération, deuxième génération. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous inviter. Oui, on est trop contentes et on aime beaucoup ce que vous faites. C'est pour ça que on vous a invité aussi. Et voilà, on se retrouve pour le prochain épisode, le 8e épisode, déjà. Pour chaque épisode, je vais dire déjà, non, c'est pas vrai. 150. 150 épisodes déjà, on espère 150, mais oui. Voilà, ça sera le mois prochain. Je sais plus la date exacte. Je sais plus non plus. 24 novembre. 24 novembre, je pense que c'est le 24 novembre. Bientôt. Pour un nouveau sujet, des nouveaux invités, on espère. Et voilà, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Et pour ceux qui nous écoutent en version podcast, partagez, likez. Si vous avez des requêtes, envoyez-nous à @softovermedia sur Insta ou par mail, softovermedia@gmail.com. Et on vous souhaite une bonne soirée et gros bisous. 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 Je sais pas si je suis obligée de dire ça. Bisous. La bise. Bisous.